Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. Un titre à la une de ce magazine, il y a un an, les filles de Chibok étaient donc enlevées. Plus de 200 filles ont été enlevées il y a un an par la secte islamique Boko Haram. Un an après, le nouveau président a promis de les retrouver, mais il a admis que certaines des filles ne pourraient jamais être retrouvées. Également, durant ce magazine, nous reviendrons sur la marche panafricaine qui a eu lieu samedi dernier à Paris. Une marche pour revendiquer dans le respect des constitutions africaines. À ce titre, nous sommes déjà en ligne avec Armand Iré, qui est le porte-parole de cette manifestation. Bonsoir Armand Iré. Bonsoir Juvénal Noël, bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Tam Tam de Radio Pluriel et puis salut à toute l'Afrique et à sa diaspora. Voilà donc, alors pour savoir, d'après vous, de manière, on va dire, synthétique, quel a été l'écho, quel écho avez-vous reçu, vous, en tant qu'organisateur de cet événement qui s'est déroulé samedi dernier? Écoutez, au risque de baigner dans une autosatisfaction et d'être auto-laudateur, c'est-à-dire de faire soi-même ses éloges, mais de toute façon, on ne va pas avoir le triomphe modeste. On a réussi un pari pratiquement historique de mettre des milliers d'Africains dans les rues de Paris et de réussir la prouesse de pénétrer dans le sein des institutions françaises qu'est le Conseil constitutionnel pour déposer une gerbe de fleurs à la mémoire de tous les morts africains, surtout ivoiriens, puisque le 11 avril 2011 aussi, c'est la commémoration du piétinement de la démocratie en Côte d'Ivoire. En termes de bilan, nous sommes vraiment au niveau du comité d'organisation piloté par Paul-Éric Zedia et Steve Biko et toute l'équipe avec Laetitia Carmel, Fatou Maïn, Priska Digbe, vraiment tous ceux, Christine Zekou, tous ceux qui ont boosté cette manifestation, nous sommes franchement satisfaits et je pense que les challenges à venir seront assez difficiles pour nous. Il y a eu du monde dans les rues de Paris. La France a entendu le cri de cœur des Africains et pour nous, c'est à capitaliser et ça n'a vraiment... c'était vraiment des moments historiques et importants. Comme vous le dites, donc ce sera à capitaliser et que les prochaines séances, il va falloir donc au moins être au niveau de la première. Au risque donc de tomber dans l'autosatisfaction, il y a beaucoup de travail à faire et on reviendra donc vers vous dans quelques instants. Également, dans ce magazine, nous sommes avec l'invité de studio. Il s'appelle Aboubakr Abelard Machimango. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, Abelard Aboubakr Machimango est là ce soir pour nous parler du livre « Violences et conflits en Afrique des Grands Lacs ». Ce livre, effectivement, dans ce beau document, il esquisse les diverses recompositions géopolitiques et stratégiques de la région des Grands Lacs. Pourquoi un livre de plus, sachant qu'il y a eu un florilège de livres sur les conflits dans les Grands Lacs, Abelard? Tout d'abord, merci de m'avoir accordé cet espace pour parler des livres et violences et conflits en Afrique des Grands Lacs. C'est vrai, comme vous le dites, les publications sur l'Afrique des Grands Lacs sont énormes, mais loin de là, le sujet ou la question ou la réflexion, c'est cette guerre continentale qu'on a appelée, comme ça, selon Gérard Prunier,
est loin d'être exhaustive. Donc, à part moi, il y a d'autres publications qui viendront et je pense que toutes les publications sur les Grands Lacs seront intéressantes parce que cette guerre qui n'a que trop duré mérite d'être analysée quant à ses formes et dans tous ses enjeux. Donc, ce livre s'inscrit dans la mondialisation de la conflictualité, c'est-à-dire l'étude des violences, des conflits dans tous les aspects internes et externes. Donc, en écrivant ce livre, je voulais mener une réflexion sociopolitique qui croise et articule diverses approches disciplinaires, notamment la polémologie et le géosystémisme, pour éclairer certains enjeux et les dynamiques conflictogènes dans leur complexité. D'accord, très bien. On ne dira pas tout maintenant, on garde le reste pour la suite dans quelques instants pour vous permettre donc de vous installer comme on le fait souvent. On va vous proposer cette brève ponctuation musicale. Africa's on my way. Africa's on my way. Africa's on my way. Les cris de nos enfants, 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 douleur de nos enfants, douleur de nos enfants, douleur de nos enfants, douleur de nos enfants, les pleurs 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 de nos enfants, souffrance de nos enfants, souffrance de nos enfants, souffrance de nos enfants. Oh, Africa's on my way. Africa's on my way. Africa's on my way. Africa's on my way. Difficultés que rencontre la jeunesse africaine réside dans ton comportement africain. Tu devrais dire non à la corruption africaine. Je suis sûr, elle t'offrira un lendemain honnête et juste et tu t'en réjouiras. Oh, tu t'en sortiras et à la fin tu réussiras. Zamaway, Zamaway, JJ. Zamaway, Zamaway, JJ. Zamaway, Zamaway, JJ. Zamaway, Zamaway, JJ. Africa's on my way. JJ. Africa's on my way. JJ. Rwanda, Cameroun, Gabon, Nigeria, Gambia, Équateur-Guinée, oh, Tchad, Libya, Morocco, Libya, Égypte, Congo, Brazza, Côte d'Ivoire, Somalia, Zimbabwe. oh Africa, tu devrais réunir tes enfants africains, les protéger africains, Les revaloriser Africa. Cameroun, Zamaway, Congo, Zamaway, Kenya, Gabon,
Rwanda, Samawe. Somalia, Samawe. Nigeria, Samawe. Tunisia, Samawe. Morocco, Samawe. Difficulté de la jeunesse africaine. J'ai divisé de l'Afrique dans ton comportement, tu vois. Tu devrais dire non à la corruption africaine. Moi je suis sûr, elle t'offrira un lendemain honnête. Et juste tu vois. Et juste tu vois. Et à la fin, tu réussiras. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Retour dans ce sur la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons donc depuis la ville de Saint-Priest. C'était donc Dr Billy Musango dans son titre Africa Zamowe, demande aux Africains de prendre soin de leurs enfants. Bien, nos invités sont déjà installés et on refait dans le tour. Nous sommes avec Armand Iré, qui est depuis Paris. Armand Iré, rebonsoir. Armand Iré, donc, je vais vous le présenter, il est journaliste, il est auteur du livre... Oui, rebonsoir Juvenal, et rebonsoir à tous les auditeurs. Oui, nous sommes bel et bien là, on est calé comme on le dit à Abidjan. Très bien. Voilà, vous êtes auteur du livre Côte d'Ivoire, vote sanglant, douleur d'exil. Et vous êtes également le porte-parole du mouvement qui a donc conduit la marche panafricaine le week-end dernier à Paris. Merci d'être parmi nous. Et dans ce studio, nous sommes avec le docteur Aboubakr Abelard Machimango. Il est docteur en sécurité et défense. Il est également diplômé en droit de sciences politiques et relations internationales. C'est lui le président du CIECA, entendu, Centre international d'études et de recherche sur les conflits armés, dont le siège est à Lyon. Il est là ce soir pour nous parler de son tout récent livre, dont le titre est « Violences et conflits en Afrique des Grands Lacs ». Donc, Docteur Abelard Machimango, il n'est pas facile de traiter d'un sujet avec vous parce que chaque fois que vous prenez la parole, vous nous ouvrez d'autres fenêtres. Ce soir, on s'efforcera de rester sur le livre. Mais avant de parler de ces livres et de revenir sur l'événement de samedi dernier, nous allons commenter ensemble l'actualité en provenance de l'Afrique. La première nouvelle dont nous vient ce mardi, ça fait 1 an, marque le premier anniversaire de l'enlèvement de plus de 200 écolières de la ville nigériane de Chibok par la secte islamique Boko Haram. Le président élu au Nigeria, Muhammadu Buhari, a promis qu'il ferait tout dans son pouvoir pour les ramener chez elle. Mais cependant, il n'est pas évident de revoir toutes ces filles parce que dans un rapport publié ce mardi par l'ONG Amnesty International, il indique que depuis le début de l'année, au moins 2000 femmes et filles ont été kidnappées par Boko Haram. L'Organisation de défense des droits explique que la secte utilise des méthodes brutales à travers lesquelles les hommes et les garçons sont régulièrement embrigadés ou systématiquement exécutés. C'est sombre comme tableau. Oui, c'est regrettable. C'est regrettable non seulement de parler, on parle de ces filles, mais aussi des récents événements tragiques qui se sont déroulés au Kenya. Donc tout ça interroge et la question c'est l'interrogation mais aussi comment expliquer tout cela. D'où l'intérêt d'étudier les rapports de force afférents à toute cette crise qui mine l'Afrique. Et les rapports renvoient à des signaux à la fois. Vous trouverez que les signaux qui nous renvoient tous ces phénomènes qu'on appelle phénomènes de guerre sont concordats et à la fois concordés et contradictoires par rapport à la géopolitique mondiale actuelle. C'est pas évident, mais ce qui est quand même très gênant, c'est que ça fait des décennies qu'en Afrique, les principales nouvelles qui arrivent sont toujours de ce type-là. Je vous laisse tranquille et puis nous allons donner l'autre nouvelle qui est toute fraîche, qui nous vient de la Somalie. Au moins 9 personnes ont été tuées au cours d'une attaque contre le ministère somalien de l'enseignement supérieur à Mogadiscio. Un responsable de la police a confié à Agence France Presse que des coups de feu venaient à l'intérieur du bâtiment. Un porte-parole d'Al-Shabaab, Sheikh Abdiassis Abu Boussab, a revendiqué l'attaque dans une interview accordée à l'agence Reuters.
Donc, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, c'était près de 150 étudiants qui étaient massacrés au Kenya par la même secte Al-Shabaab. Et voilà qu'ils ont encore frappé en Somalie. À croire que sur le continent, les Africains ne sont pas aptes à faire face à ce genre de conflits. Je ne dirais pas que les Africains ne sont pas aptes à faire face à ces conflits. Par contre, moi je dis que qu'est-ce qui fait tenir les Africains par rapport à ces conflits? Et c'est ça la question. Je pense que les Africains ont beaucoup, depuis l'esclavage, la colonisation, et avec les conflits post-indépendance, et apportés par l'avènement de l'État-nation, je pense que les Africains ont beaucoup résisté. Et cette résistance, aujourd'hui, se manifeste parce que si on sillonne l'Afrique, on verra toujours que malgré les difficultés, les Africains ne sont pas dans la dépression, continuent à vivre. Maintenant, la question, c'est comment les Africains font pour résister et pour continuer à survivre face à ces marasmes sécuritaires et sociaux provoqués en interne, de l'interne et de l'externe. Ça, c'est votre question, mais alors, vous venez tout fraîchement de la Centrafrique, vous avez vécu pendant à peu près 1 an, dans le cadre de vos recherches. Vous êtes arrivé il y a quelques heures, on va dire. Et je tenais à ce que vous soyez avec nous ce soir, malgré votre emploi du temps très serré, de dire, voilà, la Centrafrique se prépare pour de nouvelles élections, mais les nouvelles qui nous viennent ne sont pas quand même des nouvelles joyeuses, quoi. Il y a ce conflit qui s'est installé entre chrétiens et musulmans en Centrafrique, sachant que ces populations ont vécu pendant des décennies, des siècles même, sans qu'il y ait une guerre religieuse. Moi, je vais commencer par ton dernier postulat que je refute catégoriquement, parce que d'après ce que j'ai vu en Centrafrique, il n'y a jamais eu une guerre religieuse en Centrafrique, contrairement à ce qu'on dit. Et pourtant, c'est ce que nous voyons à la télévision. Parce que c'est un raccourci qui fait vendre les papiers. Les papiers, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire les journaux, parce que aussi, il faut savoir qu'il y a une paresse de réflexion. Une paresse de réflexion qui fait qu'on cherche toujours des raccourcis. Donc, attends, j'aimerais comprendre. Là, on a besoin de réfléchir. Lorsqu'il y a des tueries, lorsqu'il y a des massacres, on n'a pas besoin de réflexion. On constate. Oui, le constat, il est là. Mais on ne s'arrête pas sur le constat. Il faut méditer sur ce que tout le monde voit devant les yeux. Watson, le psychologue, il nous a dit, face à une même situation, on n'a pas les mêmes réactions. Donc, tout ça, ça dépend de l'interprétation qu'on donne aux choses. Pour moi, et selon ce que je vis et j'ai continué à vivre à Centrafrique, je ne vois une guerre religieuse. Il y a peut-être des faits qui se rapportent à des confessionnalismes, c'est-à-dire au fait d'appartenir. Parce que ce qui va des religions, c'est va à la croyance. Bon, la guerre religieuse, on a vu les croisades au XVIIe siècle en Occident, ce n'est pas ce qui se passe en Centrafrique. On n'attaque pas l'individu parce qu'il croit. On attaque l'individu parce qu'il est censé appartenir à une communauté qualifié d'ennemi ou adverse. Mais alors, pour le cas de Centrafrique aujourd'hui, quand on voit chrétiens et musulmans s'affronter, l'information qui nous arrive, elle est dévoyée, elle est biaisée, elle est fausse. Vous qui revenez de là. Dire que ce sont les chrétiens et les musulmans qui s'affrontent, moi je refute catégoriquement. Parce que je pense que tous les Antibalaka ne sont pas chrétiens et tous les Séléka ne sont pas des musulmans. Chez les Séléka, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des animistes. Chez les Antibalaka, c'est pareil. C'est ce que je vous dis, c'est le raccourci. C'est le raccourci, on n'a pas à réfléchir et à disséquer tous les points qui fait qu'il y a beaucoup de conjonctions d'intérêts dans ces conflits-là. Et ces conjonctions d'intérêts, si on les dissèque, on les développe, on les factorise, on trouvera que ce n'est pas un conflit entre chrétiens et musulmans. Par contre, c'est un conflit qui regorge beaucoup d'intérêts et d'objectifs. Alors, pour comprendre, vous nous faites comprendre, vous nous faites croire que ce soit, enfin, pas fait croire. Votre discours serait, en résumé, ce que nous regardons sur France 2 ou nous lisons dans le Figaro, serait une fausse information ou une information manipulée? Bon, moi, je ne sais pas ce que vous lisez dans le Figaro ou dans Le Monde. Moi, je dis ce que j'ai constaté sur le terrain. Moi, je dis, dire que c'est chrétien contre musulman, c'est un raccourci qui fait vendre du papier. Voilà. Bien. Je rappelle donc à ceux qui prennent notre match que nous recevons ce soir le docteur Abela Mashimango, qui est docteur en sécurité internationale. Il est également diplômé en sciences politiques. Il revient de Centrafrique et dans le cadre de son livre tout récent, il est sorti récemment, c'est Violences et conflits en Afrique des Grands Lacs. Et il commente avec nous l'actualité. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Nous allons à Paris où nous sommes avec Armand Héré. Bonsoir Armand. Oui, bonsoir Juvenal. Voilà. Quelle est votre réaction face au discours de Abelard Aboubakar Machimango qui trouve que effectivement c'est un raccourci, que c'est plonger dans la facilité de constater que au niveau de la Centrafrique, depuis quelque temps, c'est devenu une guerre de religion entre chrétiens et musulmans. Avant tout, je voudrais m'indigner sérieusement face à cette situation abominable que vivent ces jeunes filles nigérianes. Moi-même, père de 2 enfants, femmes, donc des filles, je vis tout cela avec beaucoup d'émotion et de douleur, de savoir que aujourd'hui encore, à cette époque de l'humanité, on puisse retomber à l'époque de l'âge des cavernes, encore que les hommes des cavernes étaient des personnes assez intelligentes qui ont même eu à découvrir le feu. Ce que le groupe islamique armé, parce que ce n'est pas une secte, le groupe islamique armé est en train de faire dans la région ouest et centrafricaine est vraiment quelque chose de horrible, et je pense que les efforts doivent être conjugués tant au niveau de la communauté internationale que des pays qui entourent le Nigeria pour que ce fléau puisse disparaître à jamais. Extension avec les Shebabs du Kenya et de la Somalie qui ont mis à feu et à sang le Kenya et qui viennent de récidiver en Somalie. C'est en cela que nous, au niveau du comité d'organisation du 11 avril 2015, nous avions rendu visite à l'ambassadrice du Kenya à Paris. Nous sommes allés nous incliner devant la mémoire et les dépouilles des jeunes étudiants dans la fleur de l'âge, l'avenir d'une nation qui a été piétinée et complètement anéantie en l'espace de quelques rafales. Madame l'ambassadrice nous a bien reçus, nous avons partagé la douleur du peuple kenyan avec elle et franchement, cette douleur est encore vive. Mais ce que je voudrais dire, je ne vais pas contrarier véritablement ce que dit votre invité ce soir, parce qu'en fait, les points sont assez convergents. Moi-même qui sors d'un pays en conflit jusqu'à présent, parce que quand on a fini peut-être la phase des armes, mais le conflit, la crise politique est toujours assez vive. Je veux dire, les clivages ethniques, religieux ont toujours été exacerbés quand il s'est agi d'imposer par la voie des armes une situation d'enjeu économique ou bien de d'autres paramètres politiques. Cette voie-là a été toujours celle qu'a choisi les personnes qui ont été enclines à porter le glaive au sein de la mère patrie ou bien qui ont accompagné ces rédempteurs en griffe d'un temps nouveau qui sèment la désolation et la mort sur les passages. Donc c'est des clivages qu'on exacerbe souvent et c'est loin de la réalité. J'ai apprécié la chute du professeur tout à l'heure quand il a dit, moi je ne sais pas ce que vous lisez dans Le Monde ou Le Figaro, mais moi je dis ce que je vois sur le terrain, c'est la réalité. Vous voyez, c'est la réalité. Je ne vais pas revenir sur la politique ivoirienne, mais quand un leader politique prend la parole pour dire, on refuse que je sois candidat parce que je suis musulman et du Nord, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en Côte d'Ivoire, moi qui vous parle, écoutez, moi ma nièce est malienne. Ma nièce, son père est malien. J'ai une autre nièce dont le père est du nord de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, les populations arrivent à vivre en harmonie parfaite. Seuls ceux qui ont un agenda lugubre et obscur arrivent à les diviser en exacerbant ces clivages-là. C'est ce que je voulais dire. Donc je rejoins parfaitement, je vais dans le sens de votre invité. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Voilà donc qui est dit que vous êtes sur cette ligne-là et on s'interroge donc de pourquoi les politiques, les hommes politiques sur le continent africain par exemple, instrumentalisent les religions ou plutôt mettent en avant les clivages sur le point de vue ethnique. Armand Héré, pour revenir sur votre événement de samedi dernier, on a vu sur les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent de vivre ces événements-là. On a l'impression quand même que vous avez frôlé, un succès sans pareil. Est-ce qu'il y aura une suite à cette marche-là? Évidemment, je le disais à mes frères et sœurs avec qui j'ai tenté ce pari, désespéré pratiquement quand on sait sur la place parisienne
les antagonismes qu'il y a entre divers leaders ou bien diverses personnes qui s'érigent en leaders de telle ou telle cause. J'ai dit à mes amis que au-delà et c'était un peu l'état d'esprit, au-delà de cette manif, il faut que nos voix résonnent. Parce que, vous savez, l'un des coordonnateurs disait comme ça, il est temps que nous puissions dire non à certaines situations. Il est temps qu'on ne soit pas d'accord avec une Union africaine financée par l'Union européenne. Il est temps qu'on dise non à des financements occultes venus de chapelles obscures qui essaient d'endetter l'Afrique pour des générations et des générations, et ça à vitesse vertigineuse vraiment exponentielle. Nous, la suite, c'est bien sûr la rédaction du livre blanc que nous avons prévu à la suite de cette marche. C'est le dépôt de ce livre blanc qui décortique un tant soit peu tout ce qu'on a vu au cours de cette marche et les différentes contributions, qui instille, qui appuie éventuellement le respect, la protection et la défense des constitutions africaines, pour dire que s'il y a une constitution forte dans les pays africains, c'est sûr que l'Afrique deviendra un continent fort. Au-delà des frontières qui ont été tracées à la règle, où on voit qu'aujourd'hui les Touaregs sont éparpillés dans 3 ou 4 pays différents alors qu'ils auraient pu vivre ensemble leur entité ethnique tranquillement, sans souci. Au-delà de ces tracés venus de Berlin, nous voulons une autre Afrique qui parle d'une seule voix, une autre Afrique qui parle de la même voix et une autre Afrique qui porte sa voix au pinacle et qui affronte les grands de ce monde parce qu'elle aura réussi à faire son unité. Donc nous irons aussi loin que possible pour dire aux Africains, il est temps de faire bouger les lignes, il est temps de dire les choses telles qu'elles sont, en toute courtoisie, mais avec la vérité, en relatant les faits et en imposant ces faits-là au monde. C'est cette réalité que nous allons désormais, c'est ce chemin, cette réalité-là que nous allons désormais emprunter. Et croyez-moi, Juvenal, aujourd'hui, sur votre radio, ce n'est peut-être pas un serment, mais je vous dis que nous allons le faire et nous irons jusqu'au bout. Alors là, c'est un journaliste qui parle. En m'appuyant sur ce que vous dites, je rebondis sur ce que vous dites et puis je me tourne donc vers notre invité de ce soir qui est Abela Aboubakr, Abela Mashimango. On parle de panafricanisme. Dans votre document, quand vous parlez des conflits sur le continent, on a le sentiment qu'il y a un manque de réel esprit panafricain. Parce que voilà, je vais vous citer à la page 72 de ce livre intitulé « Violences et conflits en Afrique des Grands Lacs ». Vous dites qu'on ne peut analyser les conflits armés de la région des Grands Lacs qu'à partir des mécanismes qui en conditionnent l'existence. Les causes parmi lesquelles on trouve la vanité des dirigeants. Voilà que les dirigeants africains sont pointés du doigt dans votre livre. Sont-ils réellement panafricains? On a vu des gens quand même comme le président Kagame du Rwanda qui se veut panafricain. Et bien d'autres. Moi, dans mon livre, comme je te dis, ce n'est pas un livre où je pointe des doigts, je fais une analyse, j'essaie de réfléchir. Donc, c'est une réflexion sociologique, comme je l'ai dit, sur les causes et les conséquences de toutes ces guerres qui vivent, les violences et les conflits qui vivent les Africains. Donc, et pourquoi les Grands Lacs? Et tout d'abord, pour des raisons épistémologiques. Pour moi, il s'agissait d'abord de valider les hypothèses préalables, en analysant les éléments qui se rapportent à l'ensemble du phénomène guerre selon la perspective tracée par Gabriel Tarde et quelles sont ces par Thucydide. Quelles sont ces hypothèses préalables-là? Les hypothèses, ils sont nombreuses parce qu'il y a la colonisation, il y a l'esclavage, il y a les mots, la vanité des princes, c'est comme vous l'avez dit, la vanité des chefs d'État qui ne veulent pas céder qui ne veulent pas accepter le jeu démocratique. Il y a tout ça, il y a qui instaure ou aussi je pense que en Afrique, il y a beaucoup de conjonctions d'objectifs et d'intérêts qui font que le malheur africain ne vient pas uniquement et seulement de l'Occident, mais aussi il y a des causes internes. Et ces causes internes, on ne peut pas les balayer, sont plus consistantes, les causes internes sont plus consistantes que les causes externes. Mais c'est ces deux-là, on ne peut pas attaquer les causes externes et oublier les causes internes. Donc, il faut analyser tous ces facteurs pour essayer de trouver la solution. Comme je le dis souvent, et je répète, j'aime citer Gaston Boutoul parce que pour moi, c'est comme mon prophète en polémologie. À la place de toutes ces conférences d'épée, on devrait d'abord faire la polémologie, c'est-à-dire faire l'étude sociologique
des causes et des conséquences de nos conflits armés. Et là, on va trouver les réponses pour les éradiquer. Mais comme on ne peut pas empêcher, parce que l'histoire de la guerre date, selon l'écriture, date de 2700 ans avant Jésus-Christ. Et c'est le domaine dans lequel l'homme a parfaitement excellé. Donc, comme on ne peut pas éradiquer la guerre, il faut au moins diminuer les souffrances et limiter les cas dans lesquels la guerre peut être faite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, sur le continent, vous qui revenez de Centrafrique, ça fait à peu près un an, peut-être un peu plus, que vous travaillez sur le terrain, dans le cadre de vos recherches, pensez-vous que les hommes et les femmes que vous rencontrez sont dans ce désir, je fais allusion aux dirigeants, on imagine que les peuples veulent la paix. Est-ce que vous pensez que les dirigeants aspirent à cette volonté-là de jeter les bases pour que, même si on ne peut pas éradiquer la guerre, qu'il y ait moins de victimes? La population le peuple n'a jamais voulu la guerre. La guerre, d'abord, elle part d'une déclaration de guerre ou d'une volonté des dirigeants. C'est-à-dire, ce sont les gens haut placés qui déclarent la guerre ou qui décident de la guerre. Ce ne sont pas le peuple. Et puis, dans ces cas-là, il y a la manipulation. Comme il y a la manipulation, il y a des facteurs ethno-identitaires, comme c'est la carte. Il l'a dit, mon confrère journaliste qui est à Paris, il vient de bien le souligner. Maintenant, on joue sur l'ethnicité, on joue sur les facteurs ethno-identitaires, on joue sur les marasmes sociaux, et on joue, même ici, pourquoi le Front National progresse? C'est parce que tout simplement, les autres, ce qu'on appelle autres, viennent piquer le pain de l'halogène. Donc, il y a cette façon de qualifier et de disqualifier, de qualification et de disqualification de celui qu'on veut et qu'on ne veut pas. Et comme nous l'a dit Max Weber ou Carl Schmitt, il y a cette notion d'ennemi. Il faut comprendre comment on fabrique son ennemi. Et c'est à partir de la fabrication de l'ennemi que la guerre se développe. Donc, c'est toutes ces conjonctions-là, ces facteurs-là que j'essaie d'évoquer dans mon bouquin et qui n'est autre que violence en s'inspirant de l'exemple de l'Afrique des Grands Lacs. Alors, Armand Hiré, il a dit quelque chose de très intéressant. Il fait allusion donc aux dirigeants. Vous êtes à Paris, on a vu, on va dire, les Africains, pour parler comme cela, se lever comme un seul homme et être dans une marche où ils exigent le respect des constitutions africaines. Mais est-ce que ces peuples africains eux-mêmes, ils sont préparés déjà à à respecter ces constitutions? Pas les dirigeants, en ce sens que c'est les peuples qui vont élire. Mais est-ce qu'ils, selon vous, qui est à Paris aujourd'hui, et qui peut-être, je suppose que vous connaissez aussi la vie sur le continent, pensez que les peuples sont prêts à jouer le jeu? À ne pas élire seulement celui qui leur apporte les sacs de riz ou autres kilos de farine et autres sucres. Armand Hiré. Le problème, c'est que il y a un peuple qui, on va dire, parfois est pris en otage sur l'autel, évidemment, des contradictions et parfois des ramifications que je qualifie souvent d'obscures des dirigeants politiques, toutes tendances confondues, opposition comme pouvoir. À partir du moment où, au sorti des conférences, des fameuses conférences nationales ou bien des embellis démocratiques issus du vent de l'Est, à partir du moment où, à cette époque-là, on est allé vers de nouvelles constitutions qui elles-mêmes ont été adoubées par le peuple et par éventuellement la classe vive qu'on appelle les élites et autres, on a soumis des constitutions à référendum, constitutions qui plus tard même ont fait l'objet encore de réaménagement et de d'autres articles, parfois même soumis à référendum. Donc le peuple, il a toujours joué sa partition. C'est au moment où des autocrates s'accaparent la constitution et instiguent donc le peuple d'une manière ou d'une autre dans ces diverses composantes, et surtout corrompent les élites qui, eux, sont parfois aussi des personnes qui influencent le peuple dans sa manière de faire. C'est en ce moment-là qu'il y a un problème au niveau des constitutions. Ça ne veut pas dire que le peuple ne respecte pas la constitution, puisqu'il y a des constitutions comme celle qui est dans mon pays aujourd'hui, qui est mise en mal. Il y a des constitutions qui ont été votées à 86% au niveau des suffrages. Donc, c'est pour dire que évidemment, le peuple est aujourd'hui mature. Mais allez-y voir que parfois, malgré cette maturité, le peuple est pris en otage et par ses leaders politiques et par ses leaders d'opinion. Et en ce moment-là, évidemment, il ne fait que subir. Il subit d'autant plus que il y a des dictateurs, la plupart du temps, qui
dans leur velléité de se pérenniser au pouvoir ou bien de pérenniser, je ne sais pas quel est le terme approprié, trouvent toujours la parade pour essayer d'agencer la constitution d'une manière ou d'une autre en la contournant elle-même, alors que toutes les constitutions du monde entier ont en elles-mêmes les germes de leur, on va dire les règles précises pour leurs différents changements et agencements. Mais quand on soumet, comme on vient de le faire à Abidjan, 15 articles de la Constitution, quand on les soumet, parce que peut-être la loi elle-même fondamentale le permet, à une Assemblée nationale monochrome, où il n'existe que pratiquement une caisse de résonance du pouvoir, quand on soumet donc ces 15 articles de la Constitution qui émanent du code électoral à modification, il est évident que on sème là déjà les germes d'un éventuel conflit, puisque 2015, on ira aux élections. Et pourquoi c'est en 2015 qu'il faille changer ces articles-là, alors que peut-être on aurait dû le faire longtemps ou bien proposer depuis la nuit des temps, comment on appelle ça, proposer ça au peuple pour dire, bon, voilà, ce sont des articles qui posent problème, et dans le cadre d'une concertation nationale qui peut peut-être aboutir à un référendum, permettre au peuple de se prononcer. Mais non, des députés issus d'un même mouvement politique ou bien d'un assemblée de partis politiques qui sont dans la même vision que celle du président de la République, au nom du peuple, peut-être qu'ils les ont mandatés, quand on sait que même les élections, encore les dernières élections locales ont connu un taux d'abstention record. Bon ben voilà, ces députés qui n'ont aucune légitimité populaire vont modifier la Constitution pour les beaux yeux du prince, et c'est ça le souci majeur aujourd'hui dans les différentes contrées africaines. On l'aura entendu. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. On a vu que vous vouliez réagir à Bella Aboubak Mashimango. Oui, ce n'est pas une réaction, c'est un compliment par contre, parce que quand on dit panafricanisme, je pense que le mal africain date de très loin. Donc, il faut d'abord, moi, dans mon livre, je sais de penser d'abord sur l'origine profonde et de cette conflit actuel, de cette situation de crise et de conflit, et l'origine immédiate. Et quand je parle des vanités des dirigeants, c'est l'origine immédiate. Mais sans l'origine immédiate, c'est la conséquence d'une origine profonde, qui est la colonisation, l'esclavage et tout. Donc, à un moment donné, on s'est retrouvé débarrassé de ce qu'on appelle colons blancs par des colons noirs. Et donc, il n'y a pas eu discontinuité entre la colonisation occidentale et les périodes de post-conflit, post-indépendance. Donc, ce fait-là mérite d'être disséqué en profondeur. Et du coup, l'innovation dans ma réflexion n'est pas dans la dimension géohistorique ou dans les sources de la conflictualité, mais c'est en revanche dans ce que moi je dis, j'appelle dans le poids de l'idéologie qui a investi les luttes qu'il y en avait, qu'il y en a actuellement, notamment la passion et les fonder ces luttes historiquement et de les retrouver et de trouver une justification dans le passé. C'est pour cette raison, à un moment donné, vous verrez qu'en Afrique, dans les conflits, parfois on utilise les mythes, ces mythes fondateurs qui, dans un moment, sont interprétés soit pour diviser ou soit pour unir le peuple. Mais dans l'ensemble, vous verrez bien, si on prend objectivement les mythes, vous verrez que ces mythes-là étaient d'abord pour unir le peuple. Mais aujourd'hui, ils sont interprétés par les leaders d'opinion pour diviser davantage les populations. Bien, pour ceux et celles qui prennent notre en marche, je vous rappelle que nous recevons ce soir le docteur Abella Aboubak Mashimango. Il est docteur en sécurité internationale et de défense. Il est aussi le président du CIECAN, entendu, le Centre international d'études et de recherche sur les conflits armés, dans le cadre de son livre, donc Violences et conflits en Afrique des Grands Lacs. Dans ce livre, dans le chapitre 2, vers la page 130, vous parlez des enjeux. Vous mettez l'accent sur l'enjeu économique, les enjeux économiques, mais il y a d'autres enjeux quand même qui se jouent sur dans les conflits qu'on vit aujourd'hui sur le continent africain, le cas de la Centrafrique. Oui, on a eu une série de coups d'État depuis 2, 3 ou 4 décennies, et là encore, c'est pas prédéfinir. Il n'y a pas que les enjeux économiques, il n'y a pas que les peuples eux-mêmes. On comprendra que il y a quand même des marionnettistes qui ont intérêt à ce que
la paix ne s'installe pas demain en Centrafrique. Machimango. Oui, là je vois, c'est ce que je dis. Donc, on ne peut pas comprendre les conflits sans disséquer les enjeux. Donc, il y a les enjeux économiques. Les enjeux économiques, quand on parle qu'il y a des interventions, parce qu'on parle souvent des conflits internes, est-ce que ces conflits sont réellement internes? Voilà la question. Il faut aller, parce que l'essentiel, ce n'est pas de voir la montagne, mais aussi, dans ma réflexion, d'essayer de voir ce qui se trouve derrière la montagne. Est-ce que quand on parle des conflits, des guerres civiles, on nous dit que c'est une guerre interne. Mais la définition des guerres internes, c'est ces populations qui, d'une manière ou d'une autre, soit par la conquête des territoires, de champs, des chefs, ils se guerroient. Est-ce que ces conflits sont réellement internes? Moi, je dis non, parce qu'il y a intervention étrangère. Et cette intervention étrangère, les gens qui interviennent dans les conflits africains, ils viennent pourquoi? Avec quel but? Est-ce que c'est par charité? C'est ça la question principale que je me pose, et d'où j'écris. Je ne peux pas ignorer le terme danger en Afrique des Grands Lacs, parce que dans l'Afrique des Grands Lacs, il y a eu beaucoup, c'est pour ça qu'on a dit une guerre continentale. On a rencontré tous les pays, presque tous les pays africains s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans ces conflits de la région des Grands Lacs. D'où, j'ai dit les enjeux, il y avait des enjeux derrière chaque pays. Comme je vais finir un instant, si vous me donnez 30 secondes, parce que dans la vie psychique de l'individu, pris isolement, l'autre intervient régulièrement en tant que modèle, soutien et adversaire. Mais de ce fait, la psychologie individuelle est aussi une psychologie sociale. C'est-à-dire, on ne peut pas, ça c'est Sigmund Freud qui l'a dit dans la psychologie des foules et analyse du moi. Mais cette assertion, comme je l'ai dit, est reprise par Gabriel Tade dans l'analyse de la foule et de l'opinion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, les pays pris individuellement, on ne doit pas, le pays, quand j'analyse le pays, le comportement des pays, c'est comme on analysait le comportement de l'individu. Comment se comporte un pays en tant que structure et système? Et comment se comporte un individu? Qu'est-ce qu'un individu? Comment un individu devient agressif? Comment un individu se rapporte par rapport à la violence? Et les pays, c'est pareil. Les pays aussi agissent comme des individus. Ils ont une psychologie, et c'est cette psychologie-là des États que je suis en train de disséquer dans mon ouvrage en tant qu'entité administrative. Et si les pays d'autres voisins ou les États voisins sont intervenus dans la région des Grands Lacs, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux, une psychologie derrière tout ça. Et cet ouvrage apporte des éléments de réflexion pour essayer de comprendre cette guerre continentale africaine. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que quand on parle en fait de l'arrivée des puissances étrangères, des pays étrangers dans une guerre qui a lieu dans un pays. On prend le cas par exemple du Congo RDC, où on a vu le Banyamulenge faire une entrée triomphale jusqu'à renverser le président Mobutu de Rété Mémoire. On comprendra avec le temps qu'effectivement ce n'était pas hasardeux. Ces populations étaient là depuis très longtemps. D'abord, je vais revenir parce que les Banyamulenge n'ont jamais fait une avancée triomphale. N'ont jamais fait une avancée triomphale en RDC. Par contre, la RDC, qu'on le dise calmement, a été envahie par le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda. C'est net et clair. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Parce que la première des choses, le ministre de la Défense aujourd'hui au Rwanda a été le chef d'état-major de la RDC à un moment donné. Donc, comment expliquer ça? Ce sont les faits. On ne peut pas les nier. Donc, si un ministre actuel d'un pays voisin a été chef d'état-major, comment on peut appeler si ce n'est pas un envahissement? Donc, ce ne sont pas les Banyamulenge, et les Banyamulenge, ils n'avaient pas les moyens de conquérir la RDC. Et là, c'est qui alors? Moi, j'ai déjà dit, c'est le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda qui ont envahi la RDC à cette époque-là. Pour des raisons pour des intérêts peut-être légitimes et compréhensibles. Parce que le Rwanda avait des intérêts de sécurité pour sa propre sécurité. Il a fait ce qu'on appelle en droit international la guerre préventive. Alors, voilà. Mais cette guerre préventive, les États-Unis les utilisent. On voit quand ils font des avancées en Irak. Et ce n'est pas une invention rwandaise, c'est une invention. C'est ce que j'ai dit. Il y a des signes concordants et contradictoires de la géopolitique mondiale. On ne peut pas, le Rwanda n'est pas isolé, ou le Grand Lac n'est pas isolé dans l'espace monde, mais il répond aussi à ces facteurs liés à la mondialisation. Bien, on va permettre à notre invité de souffler et on revient dans quelques instants après cette brève ponctuation musicale.
comprends pas ce qu'elle me dit. Chocolat, 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 je ne sais pas ce que ça signifie. Mais dans le tempo, il me donne le fili. Les gens feront encore le combo ça. M'aller avec moi comme ça. Moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout vite chocolat. Chocolat, chocolat. Moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout vite chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat. Je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout vite chocolat. Chocolat, chocolat. Je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on est dans l'ambiance. On va tout vite chocolat. Chocolat, chocolat. Chocolat, moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout dire chocolat. Chocolat, chocolat. Moi je m'en fous. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout dire chocolat. Je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on n'est pas sérieux. On va tout dire chocolat. Chocolat, chocolat. Je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on est dans l'ambiance, on va tout dire chocolat. Chocolat, chocolat. Chocolat, je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on est passé. On va tout dire chocolat. Chocolat, chocolat. Je sais ce monde n'a pas de sens. Aujourd'hui on est dans l'ambiance. On va tout dire chocolat. Chocolat, chocolat. Chocolat, chocolat. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Retournons sur le 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Pour ceux qui prennent dans le train, nous sommes ensemble depuis 19h et nous recevons dans ce studio Abelard Aboubakr Machimango qui nous parle de son livre Violences et conflits en Afrique des Grands Lacs. Il est docteur en sécurité internationale et de défense. Il est le président du CIRCA, entendu Centre international d'études et de recherche sur les conflits armés dont le siège est à Lyon. Abelard Aboubakr Machimango, alors, vous parlez de cette zone des Grands Lacs, comme vous le disiez tout à l'heure. En fait, il y a un florilège, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Et tout à l'heure, vous me disiez que c'est le Burundi, c'est le Rwanda et quel autre pays qui ont envahi l'Ouganda, qui ont envahi, qui ont fait cette percée avec, en tête, on avait Joseph Kabila, le père, Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui, il y en a Kabila, fils. Pour vous, cela suffise pour déstabiliser le pays, mais en revanche, la question que je voulais poser, c'est quels sont les différents enjeux? Quels sont les enjeux réels de cette avancée-là? Les enjeux sont multiples. Les enjeux sont multiples. D'abord, il y a les enjeux. Moi, je dirais, cette guerre, l'envahissement du Congo répond à un agenda de la mondialisation qui fait que les États-Unis ne devraient pas laisser la richesse du Congo en main de celles occidentaux. Ça, c'est un agenda. D'autres agendas,
il fallait, depuis, vous savez que les États-Unis d'Amérique ont commencé à conquérir l'Afrique, et notamment l'Afrique des Grands Lacs, avec l'avancée de Yoweri Kaguta Museveni au pouvoir en 1986. Cela s'est poursuivi par le renversement, la guerre de 90, le renversement du régime Habyarimana au Rwanda, et par le renversement du régime de Mobutu Sese Seko. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Même la population, au sein même de la population congolaise, dans l'imaginaire collectif congolais, le pouvoir de Kinshasa est considéré comme complice de son envahissement parce que quelques personnalités se font du beurre avec la présence des mouvements rebelles. À tel point que certaines opinions considèrent l'axe Kinshasa, Kigali, Kampala, ce qu'on appelle 3K au carré, ou Kabila, Kagame, Kaguta, comme une évidence, et Joseph Kabila comme une imposition occidentale. Ça, il faut lire. C'est pas moi qui le dis aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à le dire. C'est un constat parce qu'il faut lire aussi Charles Onana quand il parle Europe, crime et censure au Congo, les documents qui acquisent. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, controversés, et parfois accusés de tout et de n'importe quoi. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte de l'évidence. Et donc, les contrats, il y a des contrats, il y a des rapports des Nations Unies sur l'exploitation illégale des richesses de la RDC sont unanimes. Les différents rapports sont unanimes que la richesse de la RDC fait partie des enjeux de cette crise dans la région des Grands Lacs. Et il y a aussi ce que j'ai dit, la légitime inquiétude, crainte du Rwanda, parce que en RDC, dans l'est de la RDC, il y avait parmi les populations civiles qui étaient majoritaires, il y avait une minorité des personnes qui ont commis les génocides au Rwanda et qui faisaient n'importe quoi depuis la frontière de la RDC. Mais aussi, il y a cet agenda géopolitique et stratégique qu'on ne peut pas ignorer. Donc, c'est la conjonction de tous ces intérêts, de tous ces objectifs qui font que la guerre de la RDC et les conflits dans la région des Grands Lacs perdurent jusqu'aujourd'hui. Et, comme on dit, même le Rwanda qui s'est transformé, qui au départ avait des buts légitimes, les pourchasser les génocidaires, on a vu que cette chasse aux génocidaires s'est transformée à une guerre affairiste d'exploitation des richesses et des matières premières de la RDC. Alors, à vous entendre, le peuple congolais, le Congo RDC, les pris en otage. Bien évidemment, ce n'est pas seulement le peuple congolais qui est pris en otage. C'est sûr. Tout le peuple de la région des Grands Lacs qui est pris en otage par ces guerres. Parce que c'est eux qui subissent les conséquences. Ils n'ont rien demandé. Le peuple ne cherche qu'à vivre paisiblement, de cultiver leurs champs. Mais ils ne demandent pas de roquettes. Est-ce à dire que la prochaine élection présidentielle au Congo RDC, elle part avec des dépipés? Bon, pour l'instant, l'élection, que ce soit en RDC, au Burundi, au Rwanda, on n'a pas à se dire, c'est comme partout, c'est qu'on vit l'élection dans la majorité des États africains. Toujours, quand on voit ce qui se passe, les manœuvres qui se font, on a des raisons de douter. Alors, on a d'abord entendu John Kerry, c'était pendant l'été dernier, qui, en des termes assez polis, intimait l'ordre à Kabila de ne pas se représenter. Obama lui-même lui a demandé de ne pas se représenter. Cette même mise de l'Occident sur les États africains, en fait, carrément, le président américain, il parle à son homologue congolais comme si, un père parlait à un fils. Ça répond à ce que je dis, ça correspond à ces rapports de force. Bien, notre magazine tire inexorablement vers la fin. Armand Héré qui est avec nous depuis Paris. Après, dans la grande marche de samedi dernier, il y a eu le livre blanc. Quelle est la prochaine action qui sera faite par votre mouvement? Ok, Juvenal, avant d'y revenir, je vais dire en 30 secondes que, en ce qui concerne la salade 5 vinaigre, évidemment, teintée du sang des Congolais, des Rwandais et tout dans la région des Grands Lacs, il va falloir véritablement revenir sur ce problème crucial pour l'avenir de cette zone de l'Afrique et pour l'Afrique entière, parce que aujourd'hui, il va sans dire qu'avec des éléments nouveaux, il faut reconsidérer véritablement certaines thèses concernant le génocide. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu génocide au Rwanda, mais les instigateurs ne sont pas réellement ceux qu'on accuse aujourd'hui dans l'ensemble, parce que au début de tout cela, il y a un monsieur qu'on appelle Paul Kagame, que je considère comme l'élément moteur, le premier criminel de cette zone-là.
Bref, on n'en est pas là aujourd'hui. Je voulais juste chuter sur la question pour dire que c'est vrai que si on accuse la France, par exemple, en Côte d'Ivoire, il est évident que, en ce qui concerne la situation rwandaise, il faut prendre des pincettes et comprendre que la France n'a pas été souvent, n'a pas joué le rôle dont on l'accuse aujourd'hui. On pense qu'avec la déclassification des assises sur la question française, sur le dossier Rwanda, on saura beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, chacun de nous apportera son grain, en tant qu'intellectuel, à véritablement la lumière sur le drame que vit cette importante partie de l'Afrique, qui est un véritable scandale géologique. Alors, ça fait 1 minute. Alors, avant pour revenir rapidement à la situation, à la suite de l'après-marche du 11 avril, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons des actions concrètes qui seront menées. La prochaine, en 30 secondes. Oui, peut-être pas avec moi, peut-être que le groupe va continuer, mais je veux dire, il y a un esprit qui est déjà né, et quoi qu'il en soit, les Africains entendront parler de ce groupe, les Européens aussi, et croyez-moi déjà, une véritable coalition de jeunes, on va dire, penseurs africains se met en place pour éventuellement faire bouger les lignes. Merci à Maniré. Retour dans ce studio donc avec notre invité de studio qui est Abela Aboubak Mashimango. Pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, je vais abonder dans le sens de notre correspondant de Paris pour dire que très souvent, la victime n'est pas innocente. Très souvent, la victime n'est pas innocente. C'est avec cette belle phrase en guise de conclusion que on prend congé de nos auditeurs ce soir. Donc, je rappelle aux autres que depuis Paris, il y avait Armand Iré qui est le porte-parole du mouvement qui a conduit la marche panafricaine de samedi dernier. Il est auteur du livre Côte d'Ivoire, Vote sanglant, douleur d'exil. Dans ce studio, c'est Violences et conflits en Afrique des Grands Lacs, dont l'auteur est Abela Aboubak Mashimango. Je suis Juvenal